Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, j'invite des personnes à échanger pour parler de cet écosystème en plein essor. C'est parti pour l'épisode 90, c'est le premier épisode de la 9e saison du podcast. Je reviens après un petit break et ça me fait très plaisir. Et j'ai reçu pour cet épisode Megan Bouteloup, la cofondatrice de Marketing Flow, pour parler de no-code évidemment, mais aussi d'acquisition, de growth, de marketing. On va essayer de démystifier un petit peu tout ça et puis voir si on peut pas avoir un petit peu quelques conseils très pratiques à mettre en œuvre. C'est des sujets évidemment très importants pour toutes les personnes qui évoluent dans le milieu du numérique. Donc allez, c'est parti, j'envoie l'épisode tout de suite. Salut Megan et bienvenue sur le podcast de Contournement. Tu es la cofondatrice de Marketing Flow qui aide les entreprises à impact à créer une croissance saine et durable, comme vous dites. Voilà, on le sait, hein, forcément, utiliser des techniques de marketing et de growth, aujourd'hui, c'est quasiment indispensable pour arriver à faire connaître son projet, quel qu'il soit. Et je me suis dit que dans la communauté no-code, il y a pas mal de gens qui pourraient profiter de ton expérience là-dessus. Voilà, c'est un sujet qu'on a très peu abordé finalement dans ce podcast. Et puis évidemment, je le sais, vous utilisez aussi des outils no-code dans le cadre de ce que vous faites chez Marketing Flow. Donc voilà, je suis aussi curieux évidemment que tu nous racontes ça. Pour bien commencer, ce que je te propose, c'est de te présenter tout simplement. Salut Alexis, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast. Je suis hyper contente de venir parler de Marketing Flow et de no-code parce que c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé avec Pierre dans les podcasts de manière générale. Donc merci beaucoup. Du coup, moi c'est Megan, je suis la cofondatrice de Marketing Flow comme tu l'as dit. En fait, avec mon associé Pierre, on se connaît depuis longtemps. On a fait une école de commerce ensemble et puis on était dans la même association. Et en fait, on a commencé à être freelance tous les deux il y a quelques années. Et Pierre, je pense que ça fait bien 5 ans. Moi, ça doit faire 2 ans et demi que je suis freelance. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure de nos expériences en freelance, on bossait tous les deux pour des entreprises à impact positif, sur des leviers un petit peu différents. Moi, plus sur la publicité et l'e-commerce. Pierre, beaucoup sur tout ce qui est automation, copywriting, stratégie, landing page et B2B. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des compétences déjà communes et surtout que les stratégies qu'on mettait en place chez nos clients, on arrivait à les dupliquer et en fait à générer des super résultats. Tu vois, on a eu des boîtes comme les Mini-Mondes qui ont réussi à faire 1 million de chiffre d'affaires, d'euros de chiffre d'affaires en 1 an. On a fait pareil avec BIM Energy. On a aidé aussi l'été plusieurs fois, plein de petites boîtes comme ça de l'écosystème à impact positif. Et puis on s'est dit, il faut qu'on aide plus de boîtes à impact à développer leur croissance parce qu'on est persuadé que c'est elles qui vont pouvoir aider à changer le monde. Et c'est comme ça qu'est né Marketing Flow. Donc au début, on a documenté les stratégies et on les envoyait par email, à des gens qui s'étaient abonnés à la newsletter Marketing Flow. Donc c'était payant, tu vois, tu payais 9 € par mois, c'était le tout début des newsletters payantes. Et c'est comme ça que c'est né. Et puis petit à petit, peut-être qu'on va en rediscuter, mais c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire une plateforme avec plus de 150 tutoriels. Tu as accès à des lives, il y a une brique communautaire qui est très forte chez nous aussi. Tu as aussi accès à d'autres formats que des tutoriels écrits. Tu vois, maintenant, on met aussi en ligne des vidéos. On a aussi des exemples marketing, on parle de psychologie, on parle de hack. Donc voilà, on a une boîte à outils hyper complète qu'on met au service des entreprises à impact positif pour développer leur croissance. Super, c'est hyper intéressant. On va reparler effectivement vraiment de ce que vous proposez parce que vous faites pas juste du conseil, vous faites pas, en fait, vous êtes une communauté avant tout de ce que j'ai compris. Ouais. Mais est-ce que peut-être avant qu'on revienne sur Marketing Flow, est-ce que tu veux expliquer ce que c'est le marketing d'abord, ou est-ce que tu veux expliquer ce que c'est le gross marketing? Parce que j'ai vu que tu vois, vous vous présentez comme, enfin, le mot que vous mettez en avant, c'est gross marketing. Moi, je connais le marketing, je connais le gros hacking aussi. Enfin, bon, tu vois, après, c'est plein de termes pour moi qui sont un peu nébuleux. Je sais pas si tu veux un petit peu faire de la pédagogie autour de tout ça, et puis du coup, vous expliquez vous vraiment votre angle là-dedans, quoi. Ouais, je vais essayer de mettre ma casquette la plus pédagogue possible parce que c'est vrai que c'est pas évident. Alors pour moi, le marketing, je commence par le marketing et puis après on parlera de growth. Pour moi, le marketing, c'est tout simplement toutes les actions que tu vas mettre en place dans ton entreprise pour donner envie à des potentiels clients de rejoindre ton aventure. C'est-à-dire tout ce que tu vas mettre en place pour donner envie à des gens de combattre ton ennemi qui est le tien en fait et qui est peut-être commun à eux aussi. Par exemple, nous on travaille beaucoup avec des entreprises à impact positif, donc je te prends un exemple tout simple. Tu as une entreprise qui revend des produits qui n'ont pas été vendus en supermarché, tu vois, qui sont à la limite de la péremption. Tu vas combattre ton ennemi, c'est le gaspillage alimentaire.
Et ben en fait, le marketing, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en place pour donner envie à plein de gens de combattre le gaspillage alimentaire avec toi. Et du coup, bah, ça peut être de l'email, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être de la publicité, ça peut être des événements physiques, ça peut être de créer une communauté, ça peut être tu vois, le côté site internet, expérience sur le site et tout. Donc ça va être plein de leviers. Pour moi, il n'y a pas de truc fini, c'est ton imagination et la finition. Mais en gros, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en place pour donner envie à des gens de venir, de rentrer dans ton aventure et d'aller combattre le gaspillage alimentaire avec toi, quoi. Donc ça, pour moi, c'est le marketing. Est-ce que ça te paraît cool comme définition? Ça te paraît clair? Ouais, non, mais je sais pas si, enfin, j'imagine qu'il y a une définition un peu formelle, mais moi, je le vois comme, enfin, moi, mon image, et d'ailleurs, ça m'intéresse d'avoir j'ai une assez mauvaise image, en fait, de tout ça, et je pense Ouais. que globalement, il y a une assez mauvaise réputation sur tout ça, alors que je pense qu'on en a besoin. Moi, je le vois bien chez Contournement, c'est pas quelque chose où on est très bon, mais en fait, on en a un besoin impérieux. Je veux dire, à un moment, si t'estimes que tu fais quelque chose d'intéressant, et comme tu dis, en plus, si tu fais une société à impact, c'est encore différent, mais admettons, nous, si je dis juste on vend des produits, on pense que c'est des bons produits qui peuvent servir aux gens, il faut arriver à les mettre en avant, quoi. Mm. Et du coup, ton challenge, donc que tu sois à impact ou pas, ton challenge, ça va être de faire comprendre le bénéfice de ton produit et pourquoi ça va les aider, eux, à résoudre un problème. Ouais, Mais je suis d'accord avec toi, cette définition, elle est. C'est vrai que moi, ma définition est un peu plus large parce que c'est vrai que je bosse avec des boîtes à impact, donc je suis très axée sur ce côté mission qui est super bien important quand sûr. tu fais de l'impact positif. Mais tu as raison, que tu vendes des services ou des produits, le plus important, c'est que tu arrives à montrer le bénéfice à tes clients, enfin à tes potentiels clients, et de leur faire comprendre qu'en achetant ta solution, ils vont résoudre leurs problèmes. Et ça, tu as plein d'outils qui sont à ta disposition, comme on disait, tu vois, tu as l'emailing, tu as de la publicité, le parcours d'achat est super important sur ton site internet, tout ce qui va être réseaux sociaux aussi. Enfin bon, voilà, après, c'est à toi de choisir les piliers de croissance Et qui vont du être les coup, plus justement, pertinents. bah, justement, tu t'évoques le mot croissance. Du Ouais. coup, c'est quoi la différence entre le marketing et le gros marketing? Mm. Pour moi, le gros marketing, c'est une démarche. C'est une façon de voir le marketing qui est itérative. C'est-à-dire que tu pars du principe que tu as plein d'outils à ta disposition, plein d'outils marketing que tu pourrais utiliser pour mieux vendre tes produits. Et en fait, le growth, c'est de te dire, je ne sais pas quel est le meilleur outil pour mon business, je ne sais pas quel est le meilleur outil pour toucher ma cible, et du coup, je vais tester, et je vais adopter cette démarche itérative où je vais aller tester un, deux, trois piliers avec des messages un peu différents, jusqu'à trouver le meilleur pilier qui va me permettre de développer ma croissance sur le long terme et de manière saine. C'est un petit peu la méthodologie qu'on développe avec Marketing Flow, c'est en fait, nous, on a identifié 11 piliers de croissance, que tu peux voir sur notre site internet, hein, ils sont au niveau des filtres dans la partie tutoriel. Donc tu as tout ce qui est marque, emailing, business développement, communauté, publicité, l'offre, donc la construction de ton offre, etc. Et en fait, le growth marketing, c'est de te dire, j'ai plein de piliers qui sont à ma dispo, et je vais essayer d'en développer un, deux ou trois. Je vais tester de faire passer mes clients par plusieurs chemins pour arriver jusqu'à l'achat. Et au bout d'un moment, à force d'avoir testé plein de trucs différents, je vais voir qu'il y a un chemin en particulier qui se détache des autres, et je vais me dire, bah ça c'est le chemin qui fonctionne le mieux pour moi, donc je vais essayer de faire entrer toutes les personnes dans ce chemin en particulier pour qu'elles achètent. Un exemple hyper concret, ça va être, en fait, tu as peut-être identifié qu'il faut que tu fasses d'abord un webinaire, ensuite que tu envoies une séquence email automatisée après ton webinaire pour parler de toi, de l'histoire de ton projet, de ta mission, de tes produits, etc. Donc tu fais ça en 4-5 emails, par exemple, automatisés. Derrière, tu sais que les gens qui voient une publicité avec peut-être, tu leur offres un cadeau, tu vois, dans la publicité, c'est clique ici Mhm. pour télécharger tel cadeau, etc., pour t'aider à résoudre tel problème. Et en fait, derrière, une fois qu'ils ont téléchargé le cadeau, tu as peut-être encore un email qui va proposer je ne sais quelle offre. Et là, tu sais que les gens finissent par acheter. Bah voilà, tu as peut-être identifié ce chemin-là, c'est peut-être le chemin idéal pour toi pour générer de la croissance. Et du coup, c'est ça le growth marketing, c'est d'aller tester jusqu'à trouver ce fameux chemin, et qui peut évoluer dans le temps, hein. Mais c'est vraiment d'avoir cette démarche un peu itérative où on ne sait pas ce qui va marcher pour ton entreprise, et donc on teste un petit peu plein de choses différentes jusqu'à trouver the best, enfin la meilleure option. Tu m'as dit Ok, de pas donc parler anglais, donc j'essaye de pas le faire. très bien. Non mais je vois bien aussi l'affiliation dans ce que tu dis dans la démarche avec le gros hacking, vraiment où Ouais. il y a vraiment ça c'est un truc d'ailleurs que j'ai réalisé aussi relativement récemment en parlant avec des gens, avec des gros hackers, en les rencontrant un peu à travers la communauté no code. C'est cette approche très scientifique finalement, un peu d'expérimentation et d'itération comme tu dis, et que je trouve très intéressante. Et que en fait, c'est intéressant parce que là, tu vois, ce que je réalise un peu, enfin, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais c'est que finalement, cette démarche, elle peut s'adapter à plein de choses. Et si on parle juste du marketing un peu traditionnel, eh ben, en fait, tu peux, si
ça peut devenir un peu du gros marketing si tu prends un peu cette démarche et puis que tu l'appliques au sujet du marketing, quoi. Mais limite, on pourrait tout avoir. Enfin, je sais pas. En fait, j'ai pas forcément d'exemples qui me viennent parce que tout est lié quand même au sujet de l'acquisition. Mais finalement, les devs aussi travaillent un peu comme ça. C'est-à-dire que quand tu fais un produit, tu itères aussi sur ton produit. Mais carrément, c'est une démarche. Pour moi, le growth marketing, je pense que ça fait un peu peur parce que on a ce côté growth hacking, c'est forcément des hacks. Tu vois, t'as forcément du code HTML, c'est forcément des trucs de pirates. Alors qu'en fait, moi, j'ai une vision un peu plus simpliste du growth. C'est juste, comme tu disais, cette façon un peu itérative d'aller tester des trucs. Et ça s'applique aussi bien, voilà, dans la stratégie de croissance d'une entreprise qu'au niveau, comme tu disais, de développer son produit. Tu sors Ouais. toujours une V1 que tu vas améliorer ensuite avec tes utilisateurs et puis tu vas tester, tu vas essayer de mettre le bouton en vert, voir si ça marche mieux. Non, c'est peut-être en rouge que ça marche mieux. Enfin, tu vois, je suis d'accord avec toi, ouais, c'est hyper applicable à plein de domaines différents. C'est plus une mentalité, une façon de voir le marketing, le growth. Ouais. Ok, non, mais c'est intéressant. Non, mais c'est marrant parce qu'en fait, là, en plus, tu fais écho. Tu sais, tu parlais du funnel, et donc il y a ce fameux framework AARR, là, enfin, je me souviens plus. Ouais, Et, mais ça s'appelle aussi le pirate funnel, quoi, le funnel pirate, quoi. Enfin, c'est le même. C'est marrant parce qu'en fait, c'est vrai que le fait d'associer beaucoup de mots, de hackers, de pirates, etc., quelque part, ça dessert un peu aussi. Enfin, ça fait un peu fantasmer les gens, quoi, autour c'est de ça. tout ça, et pour le pire et pour le meilleur, quoi. Ça entretient le mythe et je pense que ça fait aussi la bonne affaire de nous, marketeurs, enfin tu vois, des freelances, etc. Parce que t'as l'impression que c'est un truc de ouf, que c'est super dur. Alors qu'en vrai, oui, il y a des choses qui sont techniques et tout, mais pas tant que ça en fait. C'est un mythe plus qu'autre chose. Tu peux faire du growth marketing même quand tu n'es pas développeur, quand t'es pas, voilà, quand tu sais pas scraper des milliards de données, Ouais. c'est pas non plus infaisable quoi. Et justement, donc c'est un peu cette approche que vous avez, un peu d'essayer de démocratiser ça. Enfin, si tu peux nous dire un peu, t'as pas mal évoqué finalement. Moi, ce que je comprends, c'est que vous guidez les gens pour qu'ils apprennent à faire eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire que ce que vous avez fait, c'est pas un accompagnement forcément, genre, bah, c'est pas on va faire pour vous, c'est on vous apprend à faire vous-même, à expérimenter vous-même. Si Enfin, imaginons, je suis voilà, une entreprise à impact, je rejoins Marketing Flow. Comment ça se passe, quoi? Qu'est-ce qui va m'arriver, entre guillemets? Déjà, tu vas être accueilli chaleureusement par tous les membres de la communauté. Et en fait, t'as bien résumé le truc, c'est que nous, on dit tout le temps avec Pierre qu'on a envie de te redonner les commandes de ta croissance, quoi. Donc nous, on est persuadés que c'est important quand tu montes une boîte ou que tu sois responsable marketing ou fondateur, que tu comprennes comment ça fonctionne à l'intérieur, que tu comprennes ce que c'est le marketing et de démystifier un petit peu tout ce qu'il y a autour. Donc concrètement, une fois que tu rentres dans Marketing Flow, tu vas avoir accès à plein de choses. On est sur une formation, on n'est pas vraiment, tu vois, une formation classique où tu as une vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, quiz, vidéo 4, vidéo 5, vidéo Ouais, 6, quiz. C'est pas du tout l'esprit Marketing Flow. Nous, on te met à dispo plein de ressources et on va te guider pour aller piocher les bonnes ressources et aller tester des choses en fait. Donc tu vas concrètement avoir accès à un plan d'action, donc ce que nous on a appelé un plan d'action, où on va t'aider à définir ton persona, à affiner ton positionnement, à valider ton product market fit. On va t'aider à trouver les meilleurs piliers de croissance pour ton entreprise, donc en fonction de où t'en es dans ton projet, de si tu fais du B2B, du B2C, si tu es sur Internet uniquement, si tu as aussi des magasins, tu vois, on te guide un peu dans tout ça. On va aussi t'aider dans le plan d'action, on va aussi te parler de psychologie marketing parce qu'aujourd'hui, bien utilisé et de manière éthique, c'est quand même un super outil pour bien faire comprendre aux gens ce que tu fais et les aider à rejoindre ton aventure, comme je te disais au début. Donc ça, c'est vraiment la partie plan d'action. Et tout ça, c'est de manière hyper concrète, c'est-à-dire que concrètement, par exemple, quand on te dit on va t'aider à affiner ton persona, c'est un tutoriel que tu vas avoir qui fait, je sais pas moi, entre 1000 et 1200 mots, donc c'est pas énorme, mais surtout un truc qui est hyper actionnable, c'est-à-dire qu'on a mis des emojis avec la main comme ça, le petit doigt qui te dit là tu fais ça, là tu cliques ici, là tu remplis tel template, là tu cliques là, et à la fin de chaque étape on te dit voilà là t'es censé avoir réalisé telle chose. Maintenant tu passes à l'étape 2. Étape 2, petit emoji qui te dit tu vas appeler 3 clients, tu vas leur poser telle question, etc. Tu vois, donc c'est vraiment on te guide par la main, on te montre s'il y a des outils, on te montre l'intérieur, on te montre des screenshots, on te partage des templates, donc ça c'est hyper concret. Donc ça c'est pour toute la partie plan d'action, donc c'est vraiment la base, comment poser les bases de ta croissance, donc choisir les bons piliers pour chaque étape de ton funnel, etc. Et une fois que tu as fait ça, du coup, tu es censé ressortir avec pas mal de tutos, enfin en tout cas de piliers de croissance que tu as envie de développer pour ton entreprise.
et tu peux te rendre dans la partie tutoriel de Marketing Flow. Et là, tu vas retrouver tous les tutos pour développer les pieds de croissance que tu auras choisis. Donc ça va être par exemple l'emailing, comme je te disais, de l'offre, développer ta marque, la communauté, le côté publicité et tout. Et en fait, chez nous, tu as plusieurs formats de tutoriels. Donc, tu as les fameux formats dont je te parlais, qui sont écrits étape par étape, où on te partage des screenshots, etc. Donc, c'est des choses écrites, qui sont hyper rapides à lire. Ça reste toujours hyper activable. C'est en moyenne 5 à 10 minutes pour le lire, donc c'est vraiment pas long. Okay, ouais. Tu as aussi des démos d'outils, parce que ça nous a été demandé par la communauté. Donc, en fait, on parlait souvent d'outils, et les gens nous ont dit « Ah, ça serait cool d'avoir une démo de A à Z de comment utiliser tel et tel outil. » Donc, t'en as, c'est des démos vidéo, donc qui sont séparées, c'est des petites vidéos de 5 à 8 minutes, je pense, sur chaque outil que nous, on utilise avec Pierre, qu'on a validé soit sur nous, Marketing Flow, soit avec nos clients. Donc, par exemple, tu vois, on a Facebook Ads, on va avoir Klaviyo, on a du Google Ads, on a Hotjar, on a fait sur Ubimap, enfin, on a plein d'outils comme ça qu'on utilise nous. Et en fait, tu as accès à l'intérieur à plein de vidéos qui vont te montrer une fonctionnalité en particulier de chaque outil. Pour pas avoir des vidéos d'1 heure, tu vois, et enfin, toujours, nous, on est vraiment dans ce truc hyper actionnable, hyper activable, donc on sait que tu as une problématique, faut que tu aies une vidéo par problématique. Il faut pas que tu aies 1 heure de vidéo à te taper et à scroller comme ça dans la barre de recherche. Alors, putain, c'est où qu'on va me parler de mon problème. Donc voilà, ça c'est vraiment le deuxième format un peu phare. Puis après, tu as accès à plein d'autres tutos de type des exemples marketing, des études psychologiques, etc., quoi. Donc ça, c'est vraiment ce à quoi tu as accès. Et puis bien sûr, tu as l'espace d'entraide qui est toujours là pour t'aider, où tu peux te présenter, tu peux demander un conseil, tu peux demander des feedbacks, un retour sur une action marketing que tu aurais fait, un retour sur une page produit, tu vois. Et donc là, c'est soit vous qui répondez, soit d'autres gens de la communauté. Ouais, alors en fait là c'est hyper, ça tombe bien que tu en parles, parce que au début avec Pierre c'était beaucoup nous qui répondions, qui apportions de la valeur. Et là donc on est au mois de juin, et depuis le mois de novembre, on voit la courbe d'interaction dans la communauté qui a vraiment fait un boom, quoi, qui est vraiment sur un truc croissant. Et en fait, ouais, effectivement, maintenant tout le monde se répond. C'est un truc de fou. Il y a vraiment beaucoup de valeur qui est apportée, et surtout, on a choisi un outil qui s'appelle Circle. Donc c'est pas un Slack, et du coup Circle, il te permet vraiment de faire des réponses structurées, de mettre en gras des bullet points, des 1, 2, 3, tu vois. Et du coup, les membres, ils s'apportent à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui répond à quelqu'un qui lui fait un retour sur une action, c'est un pavé comme ça, ouais. Hyper détaillé, plein de conseils, tu vois, qui apportent beaucoup de valeur. Donc ça, c'est super. C'est très intéressant, parce que je pense que pédagogiquement, en plus, la personne qui écrit, comme tu dis, le pavé pour répondre, elle-même, en fait, apprend, enfin, ou en tout cas consolide ses connaissances, parce qu'elle est peut-être passée par ce truc-là avant. Enfin, tu vois, nous, on croit beaucoup à ça, le fait de restituer des connaissances, ou de commenter ce qu'on fait des autres, tu vois, même le pair programming, enfin, le pair, je sais pas comment... peer reviewing, ça s'appelle. Je trouve le mot en français maintenant. Mais tu vois, tu sais, par exemple, à 42, quand tu fais un exercice, ensuite tu dois corriger les trois exercices de tes collègues, quoi. Et en fait, en faisant ça, tu vois comment ils ont fait, t'analyses, etc. Et donc, en fait, t'apprends énormément aussi. Donc, ça, je pense que c'est très intéressant, enfin, aussi pédagogiquement, quoi. Ouais, et puis... ouais. Je suis hyper d'accord avec toi, même moi, maintenant que tu le dis, en réfléchissant, c'est vrai que de structurer ta réponse, ça te structure de ouf dans ta tête aussi. De te forcer à faire cette structuration, c'est hyper enrichissant. Et alors du coup, avant de passer, parce que tu as commencé un petit peu à évoquer les outils que vous utilisez, c'est hyper intéressant. J'ai une question que je suis assez... Enfin, je comprends pourquoi vous avez choisi... Enfin, non, je vais te laisser. Pourquoi vous avez choisi de faire que des sociétés... de prendre que des sociétés à impact? Enfin, tu l'as un petit peu évoqué. Et surtout, c'est quoi vos critères? Comment vous décidez? Et si tu veux donner quelques exemples d'ailleurs, parce que je sais que ça parle pas forcément à tout le monde non plus. Tout le monde ne comprend pas forcément la notion d'impact, etc. Ouais, c'est marrant, parce que tout le monde nous pose la question, hein. Tout le monde nous dit « Mais pourquoi vous avez fermé les portes ?» C'est débile. Et en fait, non, c'est tout simplement parce que, donc pour répondre à ta première question, nous, avec Pierre, on a vraiment des valeurs fortes, tu vois, dans tous les deux au quotidien. On essaie vraiment de faire en sorte d'avoir une empreinte carbone qui est limitée. Tu vois, on essaye de limiter notre impact sur l'environnement, sur la société et tout. Et c'est juste que c'est nos valeurs personnelles. Tous les deux, on est persuadés que la transition écologique et sociétale, elle doit être mise au centre des discussions en 2022, tu vois. C'est vraiment une conviction personnelle forte. Et du coup, on bosse en freelance à côté, tu vois, de Marketing Flow. Donc, Marketing Flow, on était en mode, on veut que cette boîte, elle ait du sens. On a envie d'avoir un sens quand on se lève tous les matins, de se dire qu'on aide vraiment des entreprises qui vont dans le bon sens.
Donc voilà, c'est vraiment une décision personnelle. Et franchement, je vais être transparente. En 2021, on a dû refuser 70 entreprises Pour dans donner un ordre de Marketing Flow. grandeur, combien de personnes, enfin combien d'entreprises ou de personnes vous avez actuellement? Alors là, on a à peu près 250 membres. Ok, Donc donc ça fait un 70, grand ratio, quoi. c'est énorme. C'est Ouais. énorme pour une petite boîte comme nous. On n'est que deux. On vient de se lancer, ça fait 1 an et demi. Donc vraiment, c'est beaucoup. Donc si c'est pas pour des valeurs personnelles fortes, tu n'as aucune raison de le faire. Il faut y croire. Il faut que Ouais. ça vienne du cœur. Et c'est le cas. Et du coup, voilà pourquoi on a pris cette décision-là. Et après, sur ta question des critères, c'est hyper difficile parce que juger l'impact, enfin déjà on n'est personne pour juger, donc ça c'est hyper important de le rappeler, mais de mettre des critères, en fait, c'est hyper subjectif et t'es obligé parce que tu peux pas faire à la tête du client, tu vois. Il faut à un moment donné, t'es obligé de poser un peu des critères parce que sinon c'est pas cool, il faut que ce soit clair. Mais c'est toujours en constante évolution, hein. On se challenge beaucoup avec Pierre là-dessus, on discute beaucoup avec des entreprises comme Make Sense. Tu vois, on parle beaucoup avec notre communauté aussi sur c'est quoi Bien les sûr. critères, qui vous voulez dans la communauté, parce que le but c'est quand même d'avoir une communauté avec des valeurs communes où les gens se sentent à l'aise de raconter, de parler, de partager leur histoire. Et du coup, les critères, ils sont en ligne sur notre site internet. Quand tu cliques sur postuler, tu arrives sur une page avec marqué suis-je éligible. Et là, tu as une liste de quelques critères. Et du coup, pour te donner un peu de concret, il faut que tu aies mis l'impact positif au cœur de ta mission d'entreprise. C'est-à-dire que si tu as juste décidé de reverser 1% de ton chiffre d'affaires à One Person for the Planet, pour nous, c'est super et on critique pas du tout, mais c'est juste que c'est pas notre cible. Nous, notre cible, c'est plutôt des entreprises qui ont vraiment décidé de construire un produit éco-responsable, qui ont mis, ou enfin, que ce soit un produit ou un service, hein, ça peut être éco-responsable ou l'inclusion, la mixité, etc. Mais vraiment que c'est le cœur de leur mission, tu vois. Ensuite, il faut que quand tu arrives sur le site internet de la boîte en question, bah, ça transparaisse, que ce soit un des arguments clés de vente. Hmm. Et enfin, le dernier critère, on a mis des thèmes. Donc, c'est tout ce qui est bio, made in France, recyclé, upcyclé, toutes les boîtes qui favorisent l'inclusion sociale, la mixité, la diversité. Voilà, on a donné plein d'exemples comme ça, donc je peux pas tous les dire parce que je les ai pas en tête, il y en a plein d'autres, hein, mais on a essayé d'être le plus exhaustif possible. Et après, comme nous, on peut pas prendre son abonnement directement sur Marketing Flow, il y a une phase où tu postules et puis nous ensuite on t'envoie le lien pour devenir membre. Donc ça, tu vois, encore une fois, on se rajoute un peu enfin, quand tu fais du growth, tu sais que ça c'est une étape en plus. C'est de la friction, ouais. Exactement. Mais c'est le moment où nous, ça nous permet vraiment d'être alignés, d'être sûr que les gens qui rentrent dans la communauté, bah, c'est des gens qui sont dans notre cible, tu vois, et qui correspondent aux valeurs qu'on a envie de transmettre dans Marketing Flow. Et dernier point là-dessus, après on passera à autre chose, mais j'ai vu, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant. Vous avez donc vous-même en tant qu'entreprise aussi certains engagements, et notamment de réinvestir 10% du CA. Ouais. Il me semble. Je sais pas, j'ai trouvé ça énorme en fait. Enfin, parce que c'est pas 10% des bénéfices, quoi, c'est 10% du CA, donc potentiellement ça peut faire. Enfin, c'est pas que ça peut faire beaucoup d'argent, c'est que ça peut faire ça peut faire aussi beaucoup d'argent. Mais tu vois, ça fait une part importante de ton revenu, enfin, qui du coup n'est plus un revenu, quoi. Clairement, bah c'est très engagé. Je pense que je suis pas sûre d'avoir déjà vu quelqu'un faire ça, c'est vrai. Généralement, les gens donnent 2 ou 3% du bénéfice. Et c'est vrai que nous, on est sur 10%, déjà, c'est beaucoup. Et en plus de notre chiffre d'affaires. Mais c'est vrai que ça fait partie, tu vois, comme je te le disais, nous, on a créé Marketing Flow parce que c'est nos valeurs personnelles, tu vois. C'est vraiment une boîte qu'on a envie de construire à notre image, où on a envie de savoir pourquoi on se lève tous les matins. Et ça faisait complètement sens de se dire que une partie du chiffre d'affaires qu'on fait, on le réinvestit dans des boîtes à impact positif qui, elles, ont besoin d'argent pour se développer. C'est hyper aligné avec notre mission d'entreprise, tu vois. Ouais, Donc ouais, c'est vrai. Et là, du coup, concrètement, en 2021, on a fait 65 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe à peu près. Et du coup, on a à peu près 6 000 euros à investir, 6 400 je crois, à investir dans des boîtes à impact. Et on a fait notre premier investissement il y a 1 mois dans une boîte qui s'appelle BioBurger via la plateforme Lita.co, qui est notre plateforme partenaire. Et du coup, on a mis 2100 euros dans cette boîte-là. Donc, il nous reste 4400 euros, je crois, encore à investir pour l'année là, 2022. Donc, c'est cool. Ouais, non, c'est super intéressant. Super. Bon, écoute, on pourrait parler des heures hein, de tous ces sujets-là, mais passons quand même aussi. On a un peu un podcast sur le no-code.
Raconte-nous un petit peu comment t'as construit tout ça, parce qu'il me semble que c'est surtout toi qui as construit, ou enfin, en tout cas, c'est ce que Pierre m'avait dit. Donc après, mais voilà. Donc si tu veux nous raconter un peu, je sais qu'il y a un peu de Webflow, qu'il y a des automatisations, Ouais. voilà. Et ben en fait, comment ça s'est passé? Donc au début, je te disais, donc Marketing Flow, c'était une newsletter payante qu'on avait lancée sur Substack. Donc c'était le tout début des newsletters payantes en France. Je pense qu'on était dans les 2-3 premiers à lancer ça. Et en fait, on s'est assez vite rendu compte, on a commencé à demander, en fait, si tu veux, à notre communauté ce qu'ils pensaient de nos tutoriels, de ce qu'on leur envoyait toutes les semaines. Et le retour était assez unanime sur le fait que les tutos, les gens aimaient ça leur plaisait, mais ils n'arrivaient pas à passer à l'action parce qu'ils se rendaient compte qu'ils avaient besoin d'un retour, qu'ils n'étaient pas sûrs de le faire bien, tu vois, ils savaient pas comment bien mettre en place les stratégies qu'on leur envoyait par mail. Et du coup, nous, on s'est dit, bah, il va falloir qu'on soit un peu meilleur sur le passage à l'action, qui est un peu le défi de toutes les boîtes, tu vois, qui font un peu d'information ou qui distribuent du contenu. Hein. C'est facile Mmh. de créer le contenu, c'est très difficile de le faire appliquer derrière. Et on s'est dit, bah, il faut qu'on puisse, déjà, il faut que les gens puissent avoir accès à tous les anciens tutoriels de manière facile, qu'ils puissent rechercher, parce qu'on était déjà à 40 tutos, tu vois, donc 40 tutos sauvegardés dans tes mails, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Et puis, on s'est dit, il faut aussi qu'on ait un espace d'entraide où on puisse, nous, les guider, les aider, et qu'ils puissent s'entraider entre eux aussi. Donc ça, c'était un peu les deux besoins qu'on a eus. Et de là, du coup, bah, Pierre a juste posté un message dans No Code France en disant Salut les gars, voilà ma problématique. On veut lancer une plateforme avec des tutos, on veut pouvoir les filtrer et on veut que ça marche par un abonnement et on veut un espace communautaire. Est-ce que quelqu'un a des idées? Et en fait, c'est vraiment la communauté No Code France qui nous a filé les tips au début et qui nous a dit bah regardez Webflow, regardez JetBoost et MemberStack et vous devriez pouvoir faire quelque chose quoi. Donc en fait, c'est parti comme ça. Et donc, Pierre m'a transmis ce message-là. Et du coup, c'est vrai que c'est moi qui ai pris ce bébé-là de créer la plateforme Marketing Flow de A à Z toute seule. Parce qu'en fait, quand tu commences à faire un peu du no-code et que tu connais rien, parce qu'il faut dire ce qui est, hein, moi je suis newbie, Pierre pareil, on connaissait rien au no-code. Bah en fait, quand t'es deux à mettre les mains dedans et que tu travailles à distance, c'est l'enfer. On l'a Mmh. testé, c'est horrible. En fait, t'en as un qui change. Enfin, je vais parler de mots un peu techniques, on reviendra après, mais t'en as un qui change une classe CSS, et en fait, tu l'avais aussi utilisé sur une autre page, et du coup, ça change ce que Mmh. toi t'es en train de faire. C'est horrible. Donc, C'est un très bon retour. C'est un vrai sujet. J'en parle des fois avec des gens qui travaillent même sur Bubble ou sur Webflow, etc. Enfin, Webflow, par exemple, aujourd'hui, t'interdis quasiment la collaboration. Enfin, ne propose pas la collaboration en temps réel. ouais, Donc, quoique, non, ils l'ont annoncé, mais je crois que ça marche pas encore. Bon, je vais pas dire de conneries, je vais pas m'avancer. Mais globalement, comme tu dis, c'est au-delà de l'aspect technique, il y a un aspect méthodologique ouais. de la collaboration qui est encore très difficile, et donc c'est c'est vrai que je suis content que tu dis ça parce que j'aimerais mieux que ça soit différent, mais c'est un retour très réaliste en fait, où je pense que les gens ne se rendent pas beaucoup compte, et notamment parce que aussi il y a beaucoup de codeurs et de codeuses qui sont seuls au Hmm. début en tout cas, Ouais. et en fait pour l'instant on a du mal à passer le cap. Il y a que des voilà, quelques agences et tout très structurées qui arrivent, mais c'est encore un truc, enfin, et il y a plein de complexité quoi. Ah Pardon, je non, t'ai mais interrompu, mais je non, voulais mais rebondir là-dessus parce que c'est hyper intéressant, hein. t'as raison, mais c'est vrai que mais nous, ça nous a coûté, je pense, ça nous a fait perdre 1 ou 2 mois de entre guillemets «de dev», mais tu vois, dans la construction de la plateforme, on a perdu 1 ou 2 mois parce que en fait, à chaque fois qu'il y en a un qui changeait un truc, ça changeait le truc de l'autre et on se rechangeait les enfin, Ouais, c'était ouais. horrible. Vraiment, si vous vous lancez dans le no-code, enfin, si les gens qui écoutent ce podcast se lancent dans le no-code, faites-le. Enfin, mettez-vous d'accord sur ce que j'appelle moi une maquette fonctionnelle. Qu'est-ce que tu veux comme fonctionnalité exactement, à quoi ça doit ressembler et tout. Et je peux t'expliquer après comment nous on a fait si tu veux. Mmh. Mais par contre, la personne qui intègre et qui crée la plateforme, qui va mettre en place les outils de no code, il faut que ça soit toute seule et qu'elle le documente pour Ouais. que l'autre ait accès et qu'il sache. Mais il faut qu'il n'y en ait qu'une seule parce que sinon c'est terrible. Hein. T'as une automatisation qui est là dans un sens et puis toi en fait tu vas toucher un petit truc et tu te rends pas compte que ça va modifier ce que ton pote a fait dans son automatisation. Bref, une personne c'est beaucoup plus facile, en tout cas pour l'instant. Euh, donc du coup, ouais, comment j'en étais où? Je disais que ouais, j'ai commencé donc à mettre les mains dedans et en fait Et vas-y. juste une petite question du coup, parce que quand tu dis que tu as commencé avec les mains dedans, donc vous avez eu un peu la reco des outils. Ouais. T'es allé direct dans Webflow, tu t'es formé avant, est-ce que t'as regardé des tutos, enfin... Moi j'ai pas le temps.
Franchement, j'y suis allée. Ok. Franchement, je bossais pour les Minimondes, je bossais pour Make Noise, j'avais plein de clients à côté, j'avais pas le temps de me former. Franchement, j'ai appris sur le tas. Donc j'ai mis les mains dedans, hein. C'est que on a pris un abonnement, j'ai pris un compte test, j'ai trouvé un template sur Flowbase, je pense. Je Ok. trouvais un template qui me plaisait à peu près, et là j'ai commencé juste à aller regarder comment c'était foutu, la structure. Là j'ai commencé à comprendre que dans Webflow, en fait, tu marches par enfin comme partout j'imagine, mais moi j'y connaissais rien, donc j'ai découvert ce monde-là. Mhm. En gros, quand tu arrives dans Webflow, tu te rends compte qu'une page, c'est donc tu as un body, ça s'appelle body dans Webflow, Mhm. et à l'intérieur tu as des sections. À l'intérieur des sections, tu as des paragraphes, tu as des images, etc. Et en fait, il faut penser ton site internet et ta plateforme d'une manière par boîte en fait. C'est Mhm. que j'ai une première boîte en haut, c'est mon titre. Après, j'ai une boîte en dessous avec. Mais ça, moi, je savais pas, tu vois. Donc, j'ai C'est vraiment drôle parce qu'en commencé. fait, tu viens littéralement de décrire le langage HTML, quoi. Mais c'est Ouais, là où, tu vois, c'est ça qui est la force incroyable de Webflow, c'est que c'est une abstraction pour moi quasi parfaite du langage HTML et CSS, quoi. Et c'est clairement. intéressant que tu as réalisé tout ça par Webflow et sans te former au HTML, quoi. Ouais, non, non, je me suis pas du tout formée. Après, j'avais bossé, j'ai commencé mes armes, je travaillais chez Rossignol, la boîte de ski, et Ok. je m'occupais de l'intégration des landing pages. Donc, j'ai jamais, on était sur Magento. Donc, en termes de, enfin, je sais pas si tu connais l'outil Magento, c'est Plate- l'enfer. C'est C'est une horrible. plateforme de e-commerce qui perd un peu de vitesse, mais qui à une époque était vraiment là l'outil pour faire du e-commerce. Mais c'est une énorme usine à gaz. Ouais. Moi, j'ai travaillé 1 an et demi dessus. C'est C'était terrible. pas, ouais, c'était Quand terrible. tu viens du marketing, que t'es en mode Ouais. Ouais. com et pas du tout technique. Enfin, bref. Du coup, moi, tout ce que je savais faire en HTML, c'était mettre du gras et Mhm. venir à la ligne. Donc, Ok. tu vois, mes connaissances étaient très, très limitées. Ouais. Et effectivement, je te rejoins sur Webflow, c'est une super, c'est vraiment un bon, c'est exactement ce que tu as dit, quoi. C'est vraiment le passage entre l'HTML et le truc, enfin, ça te rend intelligible l'HTML, tu comprends comment Mhm. ça fonctionne. Et du coup, ouais, voilà, moi j'ai vraiment appris ça sur le tas. J'avais pas le temps de me former, j'avais pas le temps de faire des vidéos. J'ai mis les mains dedans, je suis allée regarder comment c'était foutu. Ok, un formulaire, ça marche comme ci, comme ça. Bon, bah feu quoi. J'ai pris un mois de tests un peu où je suis allée voir à droite à gauche, j'ai pris des templates, j'ai regardé comment c'était foutu, j'ai compris un peu comment fonctionnaient les classes CSS. Au début, j'ai fait n'importe quoi, je créais plein de classes CSS dans tous les sens, et après, j'ai compris qu'il valait mieux Mhm. prendre une feuille et te dire tous mes titres, ils vont faire cette taille, cette police, ce truc. Ce sera cette classe CSS là, et je la réutiliserai dans tout mon site. Moi, j'avais pas compris. Et puis j'avais Pierre derrière qui me disait, ah, je veux bien un espace plus grand sur cette page et tout. Et moi, Parce que j'ai ça a compris affecté après. partout. Exactement. Je pense que les experts Webflow là qui écoutent se mordent les doigts un peu de se dire. Mais c'est comme ça qu'on apprend, hein, c'est clair. Franchement, j'aurais pu faire enfin, j'avais pas le temps. Et j'ai appris à mes dépens, mais par contre, t'apprends beaucoup plus vite quand tu fais des erreurs. Ça, c'est clair que Mhm. je peux te dire, ça rentre plus vite dans ton cerveau. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, j'ai fait ces erreurs-là. Je pense qu'il y en a, ça va leur hérisser les poils, mais bon, c'est le jeu. Non, mais après, comme tu dis, hein, je pense que beaucoup de gens le font. Et après, tu vois, ton exemple, il montre aussi, alors c'est peut-être un peu en défaveur de la formation, je devrais pas dire ça, mais c'est possible aussi d'apprendre seul et de faire soi-même. Et après, je pense que là où il faut aussi être réaliste, c'est que ton ambition, si je dis pas de bêtises, mais tu peux me corriger, c'est pas de devenir expert Webflow, c'est pas de faire de la prestation avec Webflow, c'était de construire votre produit, quoi. Et donc, Hmm. en fait, là, j'ai envie de dire quelque part, tous les moyens sont bons, quoi. Enfin, tu vois, et c'est à la fin, tant que ça marche, c'est le plus important. Hmm. Moi, Après, voilà, moi, je reste convaincu que la formation, ça permet de mieux apprendre, tu vois, et de peut-être un peu d'éviter les erreurs, mais il faut avoir une finalité derrière ça, quoi. clairement, C'est, tu fais très bien de le rappeler. Moi, j'avais un besoin opérationnel. C'est-à-dire que moi, j'avais 4 mois pour partir de zéro à la plateforme qu'on a Hmm. aujourd'hui. 4 mois, c'est rien. Et du coup, j'avais pas le choix, tu vois, fallait que j'aille vite. Mais par contre, là où tu vois, genre, comprendre comment fonctionne Webflow, bah, je me suis dit, il y a que en mettant les mains dedans que je vais comprendre. Par contre, dès que, tu vois, j'avais envie de faire un slider, dès que j'avais envie alors un slider, pour ceux qui savent pas ce que c'est plusieurs éléments en fait dans ton site internet qui vont défiler sur ton écran. Enfin, je sais pas comment un, expliquer un, ça, mais tu sais, un des images carrousel, je pense qui, qu'on dit en français, ouais. voilà, un carrousel, très bien. Ouais. Et en fait, typiquement pour ça, moi, ce que je faisais, j'allais sur YouTube et je tapais, tu vois, Hmm. comment faire un carrousel sur Webflow. Donc, je me suis aidée quand même pas des formations complètes de Webflow, mais j'ai trouvé des petits tutos, des petits trucs sur YouTube. J'ai trouvé Le, des petits le- le trucs. bon tuto au bon moment, quoi. Enfin, Exactement. dont t'avais besoin, quoi. J'allais chercher quand j'avais un besoin. Et ça m'a aidé de ouf à créer la plateforme. Ok.
Et tu parlais de JetBoost, de MemberStack, c'est des choses qui sont un peu techniques. Enfin, JetBoost, je connais pas très bien, donc je sais que ça te permet de faire des filtres. Enfin, si tu Ouais, veux expliquer un petit peu du coup ouais. l'usage et est-ce que ça a été facile à mettre en place ou pas. Enfin, Mmh. Alors du coup, oui, effectivement, donc nous, on avait Webflow pour toute la partie, plateforme, enfin la partie, gestion de contenu, en fait. Donc Webflow nous permet de faire la landing page, nous permet de faire, de mettre en ligne nos tutoriels, sachant qu'on continue encore à mettre 4 à 5 tutos tous les mois dans la plateforme. Donc on avait besoin quand même d'un outil et c'est pour ça que Webflow est ouf, un outil où on puisse automatiser un max de choses. Donc, une fois que tu as défini un template, tu plus qu'à dire: «Bah, tous mes tutos, ils sont structurés pareil. J'ai toujours un titre, j'ai toujours une image, j'ai toujours une étape 1, un résumé de l'étape 1, une étape 2, un résumé de l'étape 2. Donc, une fois que tu as construit un peu la coquille, après, tu plus qu'à mettre tes contenus dedans ouais, et c'est hyper cool pour ça. Et en fait, on avait un deuxième besoin qui était, bah, c'est cool de mettre en ligne 150 tutos parce qu'aujourd'hui, il y en a, je pense qu'on est près des 200 même aujourd'hui, 200 tutoriels. Mais bon sang, pour retrouver le tuto qu'il te faut, c'est compliqué si t'as pas un moyen de rechercher à bien l'intérieur. sûr. Et c'est là qu'on a choisi du coup JetBoost, qui est un outil qui se branche facilement à Webflow. Et en fait, JetBoost, ça te permet de créer des filtres. Donc tu peux dire, donc dans Webflow, en fait, tu crées des collections. Donc nous, par exemple, on a une collection pour enfin nos tutoriels, c'est une collection. Et en fait, on va dire à JetBoost, tu vas aller dans cette collection, tu vas aller me récupérer tous les titres, ou alors tu vas me récupérer tous les champs. Par exemple, on a mis sur chaque tuto, on va dire si c'est un tuto B2B ou B2C. Donc ça, c'est à l'intérieur de la collection dans Webflow qu'on a renseigné. Hein. Chaque tutoriel, on va dire, ça c'est un tutoriel B2B, ça c'est un tutoriel B2C. Et après, on allait dire à JetBoost, tu vas me récupérer tous les tutos B2B, tu vas me récupérer tous les tutos B2C, et tu vas me créer 2 boutons. Et quand les gens vont cliquer sur le bouton B2B, tu vas me faire remonter tous les tutos B2B. Quand les gens vont cliquer sur le bouton B2C, tu vas me faire remonter tous les tutos B2C. Donc ça, c'est hyper puissant, c'est super cool. Et donc ça se fait avec JetBoost. Et donc on a utilisé JetBoost pour permettre de filtrer correctement nos tutoriels. Donc tu as une barre de recherche, tu peux filtrer par pilier de croissance. Avant, tu pouvais filtrer par cible, B2B, B2C. Maintenant, on l'a enlevé, mais je pense qu'on va le remettre. Et puis, tu peux filtrer par format, parce que comme je te disais, on a des tutos écrits, on a des exemples marketing, on a des démos d'outils vidéo, etc. Et tout se croise, enfin potentiellement les filtres ils sont inclusifs quoi. Ben, Enfin tu coches plusieurs filtres, ça va te faire le croisement. ça, c'est une option. Tu le choisis dans Ok. JetBoost. Ouais. Et bah, nous, on a coché cette option-là. Et en fait, tu peux même choisir, et ça, c'est hyper cool, de modifier ton URL. Donc, par exemple, si tu choisis le filtre, si tu choisis de ne voir que les tutoriels sur la publicité et les tutoriels écrits, donc tu sélectionnes 2 filtres, tu vois, publicité et tutoriel écrit, tu vas voir apparaître dans ton URL, ça va modifier ton URL, ça va faire marketingflow.fr/tutoriel/ un petit truc qui est propre à ces 2 filtres-là. Et en fait, tu peux envoyer directement à la personne pour qu'elle retrouve tous les tutos. Ça, c'est super cool. Et ça permet de référencer aussi ces pages, non, j'imagine. Enfin, vous après, là ce que tu évoques, c'est accessible que à vos abonnés, enfin aux membres. Alors non, le système de filtre, de voir les tutoriels, on l'a rendu accessible à Ah tout ok. le Ouais. monde. Tu peux Ouais, donc voir c'est intéressant en termes de référencement aussi quoi. Ça fait autant de pages qui peuvent être indexées euh, quoi. non, on n'a pas fait indexer de l'intérieur des tutos. Tu ne peux voir que la bibliothèque. Quand tu cliques sur la carte, Ouais. tu ne vois pas l'intérieur, et nous, on l'a caché de Google. L'intérieur, mais tu sais, les Ah, le URL nom? avec les filtres, Oui, ça oui. Oui, oui. potentiellement, ok. Ouais, Bon, enfin, effectivement. après, c'est des détails, mais ok. Non, mais écoute, c'est très intéressant. Et alors, du coup, le dernier point, parce que tu évoqué Circle, qui est un outil qui est quand même de plus en plus de plus en plus utilisé sur les communautés. Ouais. C'est ce qu'utilise MakerPad, par exemple. Enfin, je vois même, enfin, dans le no-code et ailleurs. Ouais. Vous en êtes content? C'est un truc. Qu'est-ce qui a Euh, fait que vous avez choisi Circle plutôt que Slack? Enfin, puisqu'il ouais, y a c'est une bonne question. En fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte quand tu choisis un outil communautaire. Le premier, c'est quel est l'outil que les gens utilisent, quel est l'outil qui va s'intégrer le mieux dans le quotidien des gens. Donc tout le monde est sur WhatsApp, tout le monde est sur Facebook, quasiment tout le monde est sur Slack, en tout cas dans le digital. Donc c'est des outils faciles. Mais personne ne connaissait trop Circle quand on l'a choisi. Donc c'est pas pour ça qu'on l'a choisi. Par contre, on a choisi Circle parce que deuxième critère qui est super important, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta communauté. C'est-à-dire, c'est quoi l'objectif
de ta communauté. Nous, notre objectif, les membres de Marketing Flow nous avaient demandé un espace, enfin, ils voulaient être aidés. Ils voulaient qu'on les aide à passer l'action, ils voulaient avoir des retours constructifs, etc. Et on s'est dit, parce que tous les deux, on est dans des communautés Slack, on est tous les deux dans des groupes Facebook, etc. Et on sait que sur Slack, par exemple, il y a beaucoup de gens qui mettent des emojis et tout sur tes messages, qui répondent genre c'est cool, petite fusée, wouhou, clapement de doigts et tout. Mais par contre, les retours sont plus difficilement structurables, je trouve. Et c'est plus difficile de rechercher dans la barre de recherche des sujets qui ont déjà été abordés. Et en fait, Circle, ça te permet de faire ça. C'est-à-dire que dans Circle, c'est un peu comme un forum. Faut le voir un peu comme un forum. Tu as une Un barre peu de recherche. modernisé, quoi. Clairement, moderne, oui. Pas le vieux forum du club de non, foot. Non, mais c'est intéressant, tu vois, parce que, en fait, nous, tu vois, dans la communauté No Code France, on a un usage de Slack qui est quand même assez proche d'un forum. En plus, on est hyper chiant, on impose vachement aux gens de faire des threads et tout. Ouais. Et donc, finalement, les threads, c'est vraiment comme des sujets de forum. Ouais. Et c'est là où Circle, dans cet usage-là, et le fait vraiment bien, quoi. Enfin, eux, c'est que des sujets, mais ça ressemble un petit peu à Slack. Enfin, il y a un aspect ergonomique, je trouve, qui est assez chouette, quoi. Enfin, je m'en sers pas beaucoup, mais c'est... Bah, c'est top. C'est vrai que là-dessus, c'est hyper cool, hein, les retours. Enfin, ça te permet de vraiment bien structurer. Tu peux mettre des photos, tu peux mettre des vidéos, tu peux mettre des trucs en gras. Tu peux aller voir, t'as un onglet membres aussi qui est vachement intéressant quand t'as une communauté où tu peux retrouver tous les membres. Tu peux leur ajouter des tags. Donc nous, par exemple, quand quelqu'un rentre dans la communauté, on va le taguer. Est-ce que c'est un freelance? Est-ce que c'est un fondateur de boîte? Est-ce que c'est un responsable marketing? Tu peux mettre le lieu où t'es, donc ta ville. Tu peux mettre une mini bio. Enfin, c'est trop cool parce que du coup, ça facilite aussi les interactions entre les membres. Ils peuvent se chercher les uns les autres dans l'onglet membres, c'est cool. Puis t'as des canaux que tu peux définir qui sont... Enfin, c'est vraiment top. Moi, j'adore cet outil. Par contre, comme je te disais, par rapport à Slack, il faut le faire rentrer dans le quotidien des gens et ça, c'est pas facile. Ouais, j'imagine. Et il y a un truc, je pense, qui manque un peu, peut-être que vous le compensez ailleurs, c'est il manque du coup l'aspect un petit peu plus instantané, même si Slack, ça reste, c'est pas WhatsApp ou quoi, mais il y a quand même ce truc un peu, bon, tu peux mettre un message aussi. C'est pas comme Discord, où Discord, bon, bah machin, tu dis bonjour, et c'est carrément, vraiment, là, c'est tout le temps en live, et donc du coup, tu rates tout le temps des trucs. Et Slack, c'est un peu un espèce d'entre-deux, quoi. C'est ça qui est intéressant, et du coup c'est à la fois bien et pas bien, je trouve. Mais et du coup, est-ce que vous avez un endroit, je sais pas, peut-être un groupe Telegram, un groupe WhatsApp où les gens se parlent un peu plus en live, ou vous avez choisi c'est plutôt en mode asynchrone parce qu'on est dans de l'entraide et on veut que ça soit quali et tout, quoi? Ben, tu as totalement raison de le mentionner. C'est vrai que du coup, les échanges en live sont moins présents. Après, nous, c'est un choix. C'est qu'on préférait avoir des échanges plus qualitatifs, que ce soit une vraie base de données, pour pas... Enfin voilà, parce que c'était la volonté qu'on avait à la base. Mais tu as raison, Slack, ça permet beaucoup plus l'instantanéité. Après, du coup, nous, ce qu'on a mis en place, donc on n'a pas de Discord, de groupe WhatsApp, etc. Mais par contre, on met en place des lives. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se retrouve tous ensemble. Enfin, tous. On n'est jamais 250 en live, hein, je te rassure, mais souvent on est entre 10 et 20 en live ensemble, et puis on va échanger sur une problématique, ou il y en a qui viennent avec une problématique, on peut leur faire des retours, tu vois, les aider, etc. Enfin, on a plein de formats de live différents, et donc on crée ces moments-là parce que, comme toi, on a identifié que c'est hyper important d'avoir ces momentum où tu as tout le monde ensemble. L'énergie est beaucoup plus forte quand tout le monde est connecté et tout le monde est ensemble en train de discuter sur un sujet qui tient à cœur à tout le monde. Donc ouais, on a créé ces moments de live. C'est un très bon point ce que tu dis, parce que en fait, tu vois, comme je disais, je trouve que Slack, c'est un entre-deux qui est pas incroyable. C'est-à-dire que le live, c'est pas vraiment du live quand même. Alors que, en fait, je l'observe un peu finalement la même chose que tu dis, c'est-à-dire que nous, les moments de live vraiment de la communauté No Code France, c'est sur les Twitch. Donc c'est des lives aussi en vidéo, et c'est dans le chat en fait de Twitch, quoi. Et parce que là, t'es obligé d'être en live littéralement, puisque t'as des gens qui sont à l'écran, etc. Et donc là, ça force un vrai live, quoi. Et c'est vrai que ouais, avoir un outil vraiment sur l'entraide complètement asynchrone, et c'est obligé, etc. Et un truc où t'as du vrai live, je vois un peu le vrai intérêt, quoi. Ouais, carrément. Franchement, non, au début, on l'avait pas prévu, tu vois, de faire des lives, et on s'est assez vite rendu compte que, en fait, quand tu crées une communauté, le lien humain, il peut pas être virtuel tout le temps. Il peut pas être virtuel derrière ton écran. C'est pas possible, en fait. À un moment, les gens, ils ont besoin de se retrouver, et ça fait fois 1000 dans l'esprit tu vois, l'esprit d'appartenance, la fierté d'appartenir à une communauté et tout. Ça se passe en live parce que tu découvres des projets, parce que tu découvres des personnalités, parce que c'est des moments d'échange forts où tu te rends compte qu'il y a des points communs, tu vois. Nous, on a des gens on s'est rendu compte que dans Marketing Flow, on a beaucoup de monde qui sont bénévoles dans des assos.
chose qu'on n'avait pas forcément identifiée avant, mais bon, vu le persona, en fait, ça fait sens, on l'avait pas forcément identifié. Et il a fallu qu'on soit en live avec plusieurs personnes pour se rendre compte que ah mais moi aussi je suis bénévole, ah mais moi aussi je fais ça, moi aussi nanana. Et en fait, c'est fou, tu vois, ces moments-là parce que ça soude encore plus la communauté autour de vraies valeurs et tout. Et c'est fort, quoi. Et justement, comme tu évoques le sujet des communautés, je vais jumper là-dessus, puis on reviendra après sur quelques questions. On va arriver quand même sur la fin aussi après de l'épisode. Ouais. T'as enregistré un podcast avec un autre Alexis autour de sujet de la communauté, donc je mettrai le lien dans les notes si les gens veulent écouter, donner plein de conseils, enfin un grand retour d'expérience justement sur. Mais du coup, je vais juste faire un parallèle et te poser une question un peu. Tu m'as dit qui t'a intéressé autour un peu de la mixité, notamment de la diversité des profils, un peu ce que tu évoquais là. Comment ça se passe un peu est-ce que vous faites des choses particulières pour essayer de mettre en avant des profils qui peuvent être moins représentés? Alors déjà, ce que je vais dire d'ailleurs n'est peut-être pas vrai parce que je fais ça un peu en miroir par rapport à la communauté no-code, mais pour mettre en avant plus de femmes, par exemple, est-ce qu'il y a des choses comme ça? Et peut-être du coup, toi, qu'est-ce que tu suggérerais qu'on pourrait essayer de faire plus au niveau du no-code, où clairement on n'a pas assez de mixité, quoi? Ouais, alors déjà, pour faire un retour sur Marketing Flow, je pense qu'on a autant d'hommes que de femmes. Donc on a beaucoup de chance parce qu'on fait du growth marketing et on a autant d'hommes que de femmes, donc ça c'est cool. Je saurais pas dire exactement pourquoi on n'a pas une politique, tu vois. Nous les gens postulent et on accepte ou pas et en fait qu'importe leur sexe en fait, on fait pas de discrimination positive par rapport à ça. Mais par contre, je pense très sincèrement que le fait qu'on soit associés tous les deux avec Pierre et que ce soit lui soit un homme et moi une femme, ça a beaucoup servi ça en fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont reconnues et qui se sont dit ok, ça va pas être une communauté que d'hommes, je vais me sentir peut-être plus légitime à prendre la parole, etc. Et plus on avance et plus on a de femmes qui rentrent. Parce que en plus, tu vois, c'est intéressant parce que le fait d'être on va dire 50-50, quoi, tu vois, homme-femme, ne veut pas dire forcément que enfin, ça c'est quelque chose que j'ai compris relativement récemment, mais que les femmes, par exemple, vont plus ou moins prendre la parole, quoi. Tu vois, enfin, on n'a pas les chiffres vraiment dans la communauté No Code France, mais en tout cas, on est sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas prendre la parole. Il y a même un channel dédié maintenant que pour les femmes, enfin, qui est justement pas en mixité, et qui permet de libérer un peu la parole. Donc, tu vois, c'est intéressant parce que du coup, vous, ça va plus loin au-delà du fait d'avoir relativement parité, enfin, je sais pas si, mais tu me disais que vous avez aussi beaucoup de femmes qui prennent la parole, qui interagissent dans les lives, etc., quoi. Ouais, carrément. C'est vraiment. En fait, on s'est rendu compte avec Pierre que là, tu vois, si je prends les 3 derniers lives qu'on a fait, donc c'est des lives où à la fois tu as des gens qui viennent. Enfin, il y a eu des lives où les gens viennent présenter des choses qu'ils ont fait et ensuite ils apportent une problématique et tout le monde peut les aider sur leur problématique. Et on a fait aussi des lives Q&A où en fait tu viens avec une problématique et tout le monde peut te répondre. Et donc là, tu as 3-4 problématiques qui sont abordées. Et c'est vrai que pendant ces lives-là, on avait quasiment que des femmes qui étaient là et qui étaient présentes et qui donnaient vraiment beaucoup de valeurs, qui échangeaient, etc. entre elles. Le dernier live qu'on a fait, Pierre était le seul homme, tu vois. Et il y avait que des femmes et c'était hyper cool parce que en fait, je pense que le fait d'être entre guillemets entre femmes et de d'oser en fait parler, ça libère. Tout le monde se sent beaucoup plus libéré. Moi-même, étant une femme, j'ai eu beaucoup de mal à prendre la parole, tu vois. Il a fallu que Pierre te dise peut-être ça peut être cool que tu parles avec Megan, c'est elle qui a construit le truc et tout. S'il l'avait pas fait, tu vois, on se serait peut-être pas rencontrés, mais parce que moi j'ai tendance aussi à pas me sentir légitime et je pense que c'est un truc qui est partagé par beaucoup de femmes. Et le fait, voilà, que dès qu'il y en a, on se retrouve avec plusieurs femmes et qu'il y en a une ou deux qui commencent à prendre la parole, ça libère tout le monde. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant sur Marketing Flow de voir que chez nous, en tout cas, il n'y a pas, en tout cas dans la prise de parole, c'est vraiment kiff quoi. En tout cas dans les lives. Après sur la communauté, c'est autre chose parce que j'en ai beaucoup au téléphone en one-one. Enfin, et Pierre, on appelle beaucoup nos clients pour prendre un peu la température, savoir où ils en sont, s'ils voudraient qu'on améliore, etc. Et j'ai beaucoup de filles au téléphone qui m'ont dit bah moi j'ose pas trop poser des questions dans l'espace d'entraide parce que j'ai peur, que je me dis toujours que mes questions elles sont un peu des questions débutantes et que du coup les autres ont forcément la réponse, mais j'ai aucun homme qui m'a dit ça. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, parce que c'est exactement ce qu'on observe aussi, tu vois, dans la communauté No Code France par exemple. Ouais, bah franchement ça passe par les rôles modèles.
c'est hyper important d'avoir, tu vois, nous par exemple, dans Marketing Flow, on a ce qu'on a dit, on a défini un peu des ambassadeurs entre guillemets. C'était des gens qui aimaient Marketing Flow, qui avaient envie de s'investir plus, qui nous ont dit qu'ils avaient envie de faire plus parce qu'ils trouvaient que la communauté était trop chouette et qu'ils avaient envie de donner de la valeur. Et du coup, on a fait l'effort. Dans nos ambassadeurs, on a 3 femmes et 2 hommes. Et du coup, c'est des gens qui vont publier du contenu, qui vont apporter de la valeur, qui acceptent de faire des lives avec nous pour partager des retours d'expérience, etc. Et nous, on fait l'effort de vraiment mettre en avant des femmes, en fait. Tu vois, on a par exemple Léa Guénifé, qui est une super, une fille super, qui fait de la pub Facebook et Google, qui est extrêmement douée et qui est vraiment en train de prendre beaucoup de place sur LinkedIn. Et c'est trop cool parce qu'elle est aussi dans la communauté Marketing Flow et dès qu'on peut, tu vois, la mettre en avant, on le fait parce qu'on sait que ça passe par les rôles modèles. Enfin, moi, en tout cas, en tant que femme, je suis persuadée qu'on a besoin de modèles pour nous inspirer, pour nous donner de la force et se dire, bah, si elle l'a fait, je peux le faire aussi. Et il y a quand même faut quand même se dire que les cercles de femmes, c'est hyper puissant. Il y a beaucoup de solidarité entre femmes, surtout en ce moment, avec l'écoféminisme qui se développe à fond. Enfin, voilà, moi, je suis très sensible à ces sujets-là. Il faut, c'est hyper puissant, tu vois. Le côté solidarité féminine est super puissant, donc faut trouver des rôles modèles, faut trouver des ambassadrices qui vont accepter un petit peu de se mettre en avant. Faut les valoriser, tu vois. Pierre, mon associé Pierre, il est formidable pour ça parce que dès qu'il a l'occasion, il le fait avec moi. Et j'ai une chance énorme parce que je pense que tout le monde n'a pas cette chance, mais moi j'ai la chance d'être associée avec quelqu'un qui est incroyable sur ce sujet. Et dès qu'il le peut, il le fait. Et notamment, tu vois, typiquement le podcast d'aujourd'hui, c'est grâce à Pierre. Parce que je pense que toi, tu l'avais contacté lui et c'est lui qui t'a dit, en fait, c'est Mégane qui a fait la plateforme, je te conseille de lui parler. Et donc, voilà. Pour être tout à fait honnête, c'est lui qui m'a contacté. Ah, bon, bah voilà. Mais, donc c'est encore plus tout à son honneur puisqu'il a été vraiment proactif dans la démarche, quoi. Ouais, il faut le souligner, tu vois, c'est assez rare. Et lui, il a vraiment cette volonté-là de me mettre sur son pied d'égalité, de faire en sorte que je sois son égal, non seulement parce que j'ai 50% des parts dans la boîte, mais parce que pour lui, c'est important aussi. Et voilà. Donc, je pense que, ouais, si tu as des gens autour de toi ou dans la communauté No Code France, des femmes qui sont actives, même si tu n'en as pas beaucoup, ça vaut le coup de plus les mettre en avant et ça donnera envie à d'autres de participer aussi, quoi. Mais vraiment, les ambassadrices, pour moi, j'y crois à fond. La solidarité féminine, c'est hyper puissant, quoi. Cool, bah, écoute, c'est hyper intéressant comme retour et ça permet aussi de mettre un peu les choses en perspective et tu vois de voir un peu ce qu'on observe et enfin c'est super intéressant. J'ai quelques questions, ouais, c'est pour finir un petit peu en vrac. Juste un petit point peut-être. Parler un peu de vos ops, je sais pas, la manière dont vous travaillez, les automatisations que vous avez. Voilà, déjà peut-être toi, juste déjà aussi en perso, dans ton activité de freelance, et puis dans le cadre de Marketing Flow. Ouais. Alors en tant que freelance, donc moi j'accompagne des boîtes. Donc avec Pierre, on travaille 3 jours par semaine sur Marketing Flow et on a 2 jours qui sont réservés à nos clients en freelance. Déjà parce qu'on aime ça, parce que aussi Marketing Flow, on peut pas en vivre pour l'instant, et surtout parce que les tutoriels qu'on documente dans Marketing Flow, ils reposent aussi sur notre capacité à rester dans l'opérationnel et à continuer à mettre en place chez nos clients pour pouvoir tester des nouvelles choses et les documenter et les rendre accessibles à notre communauté. Donc c'est hyper important. Moi, en freelance, je fais de la publicité Facebook. Donc j'accompagne mes clients quasiment uniquement que sur ça. Et vas-y, je sens que tu as une question. Non, en fait, j'allais couper mon micro pour tousser et en fait, j'ai appuyé à côté du bouton. Pardon. Ok, donc je continue. Donc moi, sur mes clients en freelance, en Facebook Ads, comment je m'organise? Moi, j'ai quand même des clients qui ont des gros budgets, donc j'ai des clients assez importants. Et c'est vrai que même si c'est 2 jours par semaine, honnêtement, je vais pas te mentir, tous les jours, je regarde le Business Manager et je m'assure que les pubs sont encore en train de tourner, qu'il y a du budget qui se dépense, qu'il y a du budget qui rentre. Donc voilà. En fait, j'ai toutes les semaines un point hebdo avec chacun de mes clients, avec qui je partage à chaque fois le reporting, donc combien on a dépensé, combien on a ramené, et à chaque fois, chaque semaine, j'ai des axes d'amélioration, des axes de test, parce que je suis beaucoup dans cette... je fais du growth, hein, donc j'ai beaucoup cet esprit de test et itératif. Donc chaque semaine, je ressors avec une liste de tests que je vais tester, avec des KPI qu'on doit atteindre, et si le KPI est atteint la semaine d'après, on considère que le test est validé, et on peut le scaler. Si c'est pas le cas, on retrouve de nouveaux tests à tester, etc.
Donc voilà un peu comment je m'organise chaque semaine. En Je sais pas termes si ça en répond à termes ta question. d'outils? Si, ouais, non, après c'est aussi, on est toujours un peu curieux des Des outils, tu vois? outils? C'est vrai ce que tu utilises Notion, Airtable, Ouais. Google Docs, tu vois? Enfin tout est Eh possible. ben, alors moi je suis full Notion. J'ai une fiche par client. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à en faire un template et à le partager, mais j'ai une fiche par client que j'ai en fait en Facebook Ads avec à l'intérieur, donc c'est une fiche Notion où je mets le positionnement, les arguments, enfin les éléments différenciants. Je vais mettre toutes les campagnes que j'ai qui tournent en ce moment. J'ai un planning où je marque toutes les modifications que je fais. J'ai ma to-do list de la semaine. J'ai une page partagée avec mon client où on s'échange des idées, tu vois, des trucs qu'on voudrait tester, des nouvelles créas, des nouveaux arguments, des nouveaux textes et tout. Donc ça, Notion, hyper important pour moi. Après, je fais tous mes reportings sur Google Sheet. Donc, pas très original. Mmh. J'automatise pas. Je suis vraiment... pour moi, c'est important de faire mes reportings à la main parce que sinon, je les regarde pas. Tu sais, OK. t'as tendance à recevoir ton reporting, tu vois les chiffres et puis tu fais, oh, cool. Ouais. Alors que quand tu mets les mains dedans et que c'est toi qui vas marquer ton chiffre dans ton Google Sheet, Mmh. ça fait tilt, en fait. Sachant que toi, j'imagine que dans le cadre de tes missions, tu dois un petit peu analyser justement ces chiffres aussi, quoi. Ah Enfin, bah, complètement. donc Ouais, c'est là où complètement. tu as ce côté, le mettre toi-même, ça te permet, ouais, de le travailler mentalement, quoi. Et de les avoir en tête, en fait, Ouais. parce que des fois, tu vois, tu vas checker, comme je te disais, tous les jours, je me connecte pour voir un peu où on en est, le coût par lead, le coût par achat, etc. Si toi, t'as pas en tête ton truc référence, c'est difficile de savoir si c'est bon ou c'est pas bon. Et plus tu fais tes reporting à la main, et plus ça te reste en tête, et tu dis, ah ouais, en fait, je me souviens que mon coût par achat, c'est plutôt 21 euros. Là, je suis à 24, on est un peu haut, qu'est-ce que je fais? Ok, demain, si c'est encore à 24, qu'est-ce que je vais mettre en place, etc. Donc, pour moi, c'est hyper important de continuer à Ouais, le faire ouais, à bien la main. sûr. Et après, j'utilise Miro avec mes clients pour faire toute la partie. Je structure mon funnel, donc Facebook Ads, comme je disais, j'ai des budgets assez conséquents. Et donc, du coup, ça demande d'avoir des campagnes où on va chercher des prospects, des campagnes où on va chercher des visiteurs, tu vois, enfin, on va faire du retargeting, ce qu'on appelle, et des campagnes d'upselling. Donc, on va essayer de vendre d'autres produits à des gens qui ont déjà acheté. Et en fait, bah, tout ça, faut te structurer en fait dans ta tête. Quel message je diffuse à quel moment, quelle audience et tout. Et moi, j'utilise Miro pour faire ça. Donc, il y a un outil de whiteboarding, comme on dit, donc un tableau Mmh. blanc, où tu peux mettre des flèches, des post-it. J'adore les post-it et les couleurs, Mmh. donc voilà. Et du coup, ouais, j'utilise ça et je le partage à mon client aussi pour qu'il puisse voir exactement comment je vais structurer les campagnes. Et quand il y a une restructuration à faire parce qu'on passe un palier de budget, tu vois, puis il y a un moment où ta structuration est plus adaptée au budget que tu as parce que quand tu mets plus de budget, il faut que tu étoffes tes campagnes. Bah, je repartage le Miro je refais ça sur Miro, quoi. OK, Voilà. Est-ce que super, ça répond super à ta question? intéressant. Ouais, carrément, carrément. Dernière petite question, tu nous disais justement tout à l'heure que vous proposiez beaucoup de choses, très actionnables, et est-ce que tu aurais, voilà, pour terminer, quelques conseils, un peu quelques hacks, marketing ou je sais pas, que tu aurais envie de partager peut-être un peu plus spécifiquement? Je veux orienter ça un peu à des gens qui ont construit des produits en no code, je sais pas, des marketplaces, des choses comme ça, voilà, qui lancent des produits qu'ils ont construits avec des outils no code. Sachant que bon, techniquement, le fait qu'il est construit en no code, ça change pas grand-chose, mais c'est plus pour, que Mmh. tu aies en tête le persona éventuellement qui va écouter ça. Ouais. Je sais pas si j'ai des hacks, mais je peux faire un retour d'expérience. En fait, je trouve que, quand on fait des outils no-code, des plateformes, et cetera, on est super content de faire joujou avec les outils et on a envie de mettre en ligne plein de fonctionnalités, des trucs un peu Mmh. fun, et cetera. Et en fait, je trouve que c'est parfois contre-intuitif parce que le plus important quand tu construis une plateforme, quelle qu'elle soit, même un site internet, c'est que les gens utilisent la plateforme, qu'ils s'y retrouvent et que ce soit simple. Et t'as tendance, en fait, à vouloir faire des choses compliquées. Tu dis, ah, mais si je mettrais, j'ai qu'à mettre un filtre là, et quand il clique, ça ouvre une vidéo, et quand il clique, ça Mmh. ouvre un Notion automatiquement, et après, ils reviennent là, et machin. En fait, tu complexifies le truc parce que toi, ça te fait kiffer en tant que marketeur, parce que c'est vrai, c'est cool, hein. Mais en fait, je trouve en tout cas que le mieux, c'est de rester à des choses simples. Plus c'est simple, mieux c'est. C'est vraiment le truc qu'on a appris avec Pierre. On est parti des fois dans des délires super loin et on s'est rendu compte que les gens, ils comprenaient rien, quoi. Ils étaient Mmh. perdus, c'était pas clair. Et parce que ça nous a fait kiffer. Des fois, on voulait mettre des vidéos sur la homepage, tu vois, qui tournent automatiquement quand tu arrives sur le site. Et en fait, ça c'est lourd, ça fait ramer ton site. Enfin, c'est vraiment, Ouais. c'est pas le bon truc à faire. Vaut mieux rester avec une image simple qui pèse 10K et c'est tout, quoi. Donc ouais, moi, mon conseil et peut-être mon hack, ce serait le plus simple. Aller au plus simple. OK. Ça, c'est une vision très, produit, quoi, finalement. Enfin, c'est Ouais. plus,
Ok. Et est-ce que, je sais pas, peut-être faut que je te donne un contexte différent, mais qu'est-ce Donne-moi un qui te, contexte. te vient, tu vois, un peu de... Bah, ou si je prends l'exemple, tu vois, de contournement, je vais solliciter un petit conseil gratuit. Profiter. Non, mais tu vois, nous, ce qu'on a du mal, par exemple, c'est à faire connaître nos formations. Mmh. Les gens qui connaissent déjà le no-code, qui connaissent Airtable, etc., nous connaissent, on a la chance d'être assez visible et exposé. Mais tu vois, comment aller chercher, et je pense que c'est la problématique de la plupart des gens, comment aller chercher des nouvelles personnes, tu vois. Comment sortir de sa zone. Alors, c'est peut-être Ouais. des ads, c'est peut-être, je sais pas, mais tu vois, des choses un peu que toi, que t'imaginerais, quoi. Ouais, je pense que la pub, les ads, que ce soit pub Google, Facebook, TikTok, etc., c'est cool quand tu as déjà une croissance organique, parce que c'est un accélérateur, faut pas le voir. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. Donc, je Ok. pense que le plus important, c'est de générer cette croissance organique, d'aller chercher des leviers organiques qui vont vraiment être la base de ta croissance, tu vois, qui est toujours là, quoi qu'il se passe. Parce que Hmm. les ads, c'est hyper volatile. Il y a des fois, ça marche, ça dépend de plein de choses, ça dépend du nombre Hmm. d'acteurs, des enchères et tout. T'as pas la main là-dessus. Par contre, construire une croissance organique solide dès le début, je pense que c'est super important. Et quand on est dans la formation, pour moi, c'est de choisir un média et de le masteriser, exactement comme ce que tu fais avec le Hmm. podcast. Et du coup, c'est ça en fait, c'est de devenir le truc incontournable sur ce média-là et de le pousser à fond. Donc ouais, j'imagine que tu as une base de newsletter, tu vois, enfin des emails et tout. Ça va être peut-être d'envoyer, ou si c'est pas le cas, ben, peut-être que ça pourrait être intéressant, tu vois, d'avoir une landing page, de récupérer les adresses mail des personnes, de leur envoyer les nouveaux épisodes qui sortent et tout, et de se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de leur raconter par email, maintenant que j'ai une relation, tu vois, Hmm. proche avec eux, qui m'ont écouté leur parler dans leurs oreilles pendant des heures. Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire pour leur donner envie d'acheter mes formations, comment je vais me présenter. Déjà, rester simple. Franchement, faut être un peu... moi, je trouve ça vraiment relou. Les trucs, je trouve ça barbant, en fait, quand t'es juste dans de la vente pure et dure. Et en fait, Bien je pense sûr. qu'il faut divertir. Il faut être fun, il faut être sympa. Et voilà. Et je pense que c'est cool, tu vois, par email, notamment, de nourrir ta base. Enfin, j'imagine que tu as des milliers de gens qui t'écoutent, peut-être même Alors, des millions, je sais pas. alors, au risque de démystifier un peu quelque chose. Non, mais c'est intéressant parce qu'il se trouve qu'on a une newsletter dont on a beaucoup fait grossir la base grâce au confinement, en fait, en faisant Ouais, des webinars, etc. On l'a commencé à ce moment-là. Et donc, et en fait, il y a une, c'est très marrant, hein, tu vois, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, je sais pas, 7000 personnes à peu près qui lisent notre newsletter, enfin, en tout cas, qui sont abonnés. Et ouais, et au niveau du podcast, on est plutôt à 500 auditeurs réguliers, tu vois. C'est-à-dire ok. qu'un épisode, quand il sort, il va y avoir 500 auditeurs la première semaine, et puis dans le premier mois, il va y avoir 1000, quoi, à peu près, auditeurs. Hmm. Donc, tu vois, on n'est pas du tout sur le même ratio. Et moi, je fais aussi ce podcast par passion, et je suis patient, et tu vois, les gens le découvrent petit à petit, et j'ai l'occasion régulièrement maintenant de rencontrer des gens qui me disent, ah, j'ai écouté des épisodes et tout, donc c'est hyper cool. Mais tu vois, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans les mêmes ampleurs, tu vois. Ouais. Et ça, par contre, on fait très peu de marketing, tu vois, sur le podcast quelque Mhm. part. Et je sais pas forcément ce qu'on pourrait faire de plus, tu vois. Bah, tu vois, toi, tu as des épisodes qui durent tu m'as dit entre 45 minutes et 1 heure, Ouais, 1h10, 1h20, j'ai vu des fois. on est à Euh, 1h01. On va ouais, bientôt finir. Ouais, 47. c'est ça. Et ben en fait, t'as quand même 7000 emails de gens qui ont participé, qui te connaissent, qui ont déjà noué un lien. Pour moi, c'est une valeur énorme. Tu vois, là, dans les 7000, t'as forcément des gens qui vont être intéressés par tes formations. Et comment utiliser ton podcast dans ces emails-là. Je pense que comme tu as des longs podcasts, ça pourrait être intéressant pour toi. Je sais pas ce que tu envoies comme newsletter à ta base, hein, mais j'imagine des fois de mettre en avant ton podcast, mais en mode, tu vois, tu mets un lien pour aller écouter le podcast, mais tu fais un résumé. Un truc qui est... Parce qu'en fait, par email, les gens, ils en reçoivent des tonnes et ils veulent des choses qui sont hyper Hmm. structurées, qui sont faciles à lire. Tu vois, ils passent en diagonale et puis ça marche bien. Mais ça pourrait être trop cool d'apporter de la valeur dans l'email et de dire si tu veux en savoir plus. Et puis peut-être t'en as plein qui cliqueront pas et qui écouteront pas l'épisode, mais ceux qui vont cliquer, tu vois, t'auras noué 2 touchpoints avec eux. Tu leur auras parlé par email, tu leur auras apporté de la valeur et en plus après tu vas aller leur parler dans les oreilles. C'est quand même hyper puissant. Enfin moi je Ouais, trouve que le ouais. podcast c'est hyper. J'adore. Hein, je suis une grande consommatrice Bien de sûr. Ouais. podcasts. Non, moi aussi, enfin, j'ai commencé ce podcast parce que j'adore écouter des podcasts. Ouais, Mais tu vois, c'est aussi comme il y a beaucoup de friction pour écouter un podcast. ouais, Enfin, maintenant, on peut facilement lancer un podcast sur Spotify ou quoi, mais
surtout les podcasts longs, les gens les écoutent plutôt, je sais pas, en courant, dans les transports. Donc ça veut dire faut que tu aies quand même une app sur ton téléphone, par exemple, pour les podcasts et tout. Et ça, je pense que ça freine vachement les gens qui sont pas forcément motivés, quoi. Tu vois, Ouais, en fait, je me pose la question, tu vois, justement, parce que maintenant, on le faisait pas avant, on le fait depuis quelques semaines, quelques mois, de mettre chaque épisode de podcast qui sort dans notre newsletter. Et notre newsletter, on l'envoie chaque semaine. Ça n'a pas eu vraiment d'impact sur, je pense, sur les écoutes. Et parce que je me dis que la personne, quand elle lit son mail, tu vois, le passage à l'action elle n'est pas forcément dans un contexte d'écoute de podcast. Mais je sais pas. Ouais, elle est C'est dans de bon, la là. lecture. Mais comment tu le partages ton podcast? Parce que si c'est juste un lien vers l'épisode, c'est sûr, je pense que c'est pas. Je suis pas étonnée, tu vois, parce qu'en fait, les gens ils lisent un mail et puis on leur demande d'écouter. C'est comme tu dis, hein, c'est une Ouais. réflexion. Mais si tu donnes tu t'adaptes au format, tu vois, t'adaptes ton podcast au format mail, c'est hyper Bien cool sûr, parce ouais. qu'en fait, tu leur donnes déjà de la valeur et Ouais. et un peu un teasing, c'est-à-dire On pourrait résumer mieux. Là, actuellement, on met une phrase ou deux. Mais c'est bullet vrai qu'on point, hein. pourrait résumer mieux Mm. ce que les gens vont apprendre dans ce podcast. Tu vois, par exemple, là, dans cet épisode, tu vois, tu as fait un super retour sur Webflow, par exemple. Tu as donné quelques conseils. Enfin, tu as expliqué ce que c'est aussi le marketing au début. Donc, c'est vrai qu'il y a des bullet points. On devrait faire plus ça, peut-être, ouais. Ouais, tu peux carrément. Bah, sur notre épisode, ça serait un bon exercice, parce qu'on abordait pas mal de sujets différents. Bah, j'ai écouté quelques-uns des autres, c'est pareil, hein, mais tu vois, sur Ouais, notre non, mais épisode, ça pourrait être une définition, ouais, du marketing, du growth. On a parlé de Webflow, on a aussi comparé, tu vois, avantages entre Slack et Circle, Mm. oui, Slack et Circle. Ouais, Il y a peut-être des gens déjà qui sont dans ta base de données, qui sont en train de construire des communautés et qui c'est se disent, vrai. ouais, c'est peut-être Non, intéressant, c'est tu vrai, vois. c'est très intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire donner plus une preview, Ouais. un avant-goût de ce qu'il y a dedans. Parce qu'on le fait Mm. pas. En fait, typiquement, là, ce que j'aurais fait, sans qu'on ait cette discussion, alors on a complètement carjacké l'épisode, mais c'est pas grave, c'est que j'aurais mis, bah voilà, on a reçu Megan, elle est cofondatrice de Marketing Flow, puis voilà, tu vois, et je dirais, on a parlé de son parcours et de ce que fait Marketing Flow, tu vois, et ça sera arrêté là. Et c'est vrai que ça, les gens qui connaissent pas forcément, qui ont peut-être même des préjugés sur le marketing, vont se dire Ouais. bon bah cet épisode-là je vais pas l'écouter, quoi. Bah, c'est Alors clair que que si on donne plus de, non, c'est un très bon point. moi, je suis personne, hein. Je suis pas connue, donc c'est sûr que si tu je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui cliquent Ouais, non mais parce que personne me connaît et voilà. on cherche pas à inviter, tu vois, forcément justement des gens pour se greffer à leur audience, etc. Mais plutôt, même si ça serait une autre technique d'acquisition, mais plus des gens qui sont intéressants et qui ont quelque chose à dire d'intéressant sur les sujets qui nous intéressent. Donc il faut en donner un petit peu plus effectivement en avant-goût. Et puis tu sais, ça me fait penser, je suis désolée, on parle plus, mais là j'avais envie Non, juste de non, mais partager une moi, dernière. je prends du conseil gratuit au passage. Je suis très content. Moi, je suis une grande partisane du recyclage de contenu parce que je suis persuadée que un contenu que tu as fait par mail, en podcast, sur une vidéo YouTube, tu peux le réutiliser sur d'autres canaux. Ouais, Et du coup, toi, tu crées quand même des podcasts qui font 1 heure. C'est énorme, tu vois, il y a énormément de valeur que les gens t'apportent en 1 heure. Enfin, j'ai vu les invités que tu as eus, c'est trop cool, tu vois. J'ai appris plein de choses dans tes podcasts. Et, je trouve que ça serait dommage de pas le réutiliser sur d'autres canaux. Parce que tu as ce contenu, il est déjà là, tu vois, il est créé, tu as la valeur, tu as le contenu. Et tu pourrais le décliner mmh, sur, bah, du coup, par email. Tu pourrais le décliner dans des posts LinkedIn, tu vois, où tu reviens sur même si c'est un épisode qui a été enregistré il y a tu sais, le podcast, on le sait, la courbe, elle fait que monter parce qu'en fait, les écoutes, elles augmentent bien sûr. constamment. Et du coup, ça pourrait être des trucs que tu réutilises même 2, 3 mois plus tard, tu vois. Le contenu est là. Et ça pourrait être trop cool. Enfin, moi, en tout cas, je suis très partisane de ce côté recyclage de contenu. Je trouve que c'est hyper cool. Tu peux les recycler après en post Instagram. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait avec Pierre. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on recycle beaucoup de nos contenus, tu vois. Des trucs qu'on met. On a une newsletter qui s'appelle Good Marketing. Bah, tous les deux, on fait des posts avec les contenus de notre newsletter. Une fois qu'ils sont sortis, 2, 3 mois plus tard, on les réutilise et on dit si vous en voulez plus, bah, inscrivez-vous et puis on vous les envoie direct par mail pour pas les louper, tu vois. Mmh, Et ça te permet de créer une fois un contenu et après tu le réutilises à plein d'endroits différents. ok, ouais. Ouais, non, c'est clair. Non, je suis assez convaincu de ça, même si on le fait pas assez. Mais tu vois, par exemple, je résistais un peu c'est un peu un truc de puriste, hein, mais tu vois, de mettre les épisodes sur YouTube, par exemple. Ouais.
Parce que c'est un peu bête, tu vois, parce qu'en fait, il y a pas de raison. J'ai eu ces discussions plusieurs fois. À chaque fois, les gens me disent, en fait, ça coûte rien, tu vois, mets-les sur YouTube. Et puis, il y a des gens qui écoutent. Mais tu vois, ça c'est un peu un truc de nerd, tu vois. Mais c'est que moi, je trouve que YouTube, c'est fait pour de la vidéo et pas pour de l'audio. Moi, ça me fait hyper. Je sais pas pourquoi. Ça me frustre que les gens écoutent de la musique sur YouTube, tu vois. C'est pas fait pour ça, quoi. Mais bon, c'est les névroses de. J'écoute toutes mes musiques sur YouTube. Non, mais vous êtes beaucoup à le faire, hein. C'est pas du tout. Ça me choque pas, mais c'est. Et en plus, ça répond à un autre besoin tout à l'heure où tu disais tout le monde n'a pas une application pour écouter des podcasts sur son téléphone. Je pense que pour le coup, tout le monde a YouTube, tu vois. Ouais, carrément. Ouais, non, mais j'ai changé d'avis un peu sur ces choses-là, mais là, tu achèves de me convaincre. Je pense que à partir de maintenant, je vais mettre tous les épisodes sur YouTube, et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Au pire, t'auras perdu 5 minutes parce que c'est pas le truc. Ouais, c'est clair. Ouais. Non, c'est clair, ça coûte rien. Écoute, super, merci beaucoup. Merci pour surtout ces dernières 10 minutes un petit peu plus consacrées à contournement. Mais c'était hyper intéressant. Je pense que ça intéressera les gens parce que finalement, on n'est pas les seuls à faire des formations. Et puis là, ce qu'on disait, c'est quand même aussi valable pour plein de types de projets différents. Je pense que c'est des mécaniques qui sont la réutilisation du contenu, les stratégies de contenu, tout ça, c'est quand même un très bon moyen pour beaucoup de personnes, je pense, de se lancer. Écoute, je regarde toutes les questions. Si, ma dernière question, du coup, c'est où est-ce qu'on peut te suivre? Sur LinkedIn. Ouais. Sur LinkedIn ou sur le site de Marketing Flow, marketingflow.fr, FLOW pour le flow. Et ouais, sur LinkedIn. J'essaie d'être réactive. Après, c'est pas évident. J'ai beaucoup de choses à faire, mais je suis quand même assez présente. Donc voilà. Ça reste le meilleur moyen de te contacter. De toute façon, je mettrai tous les liens dans les notes. Et trop bien. Merci beaucoup pour ce temps. Et puis, t'es présente aussi je sais pas si tu y vas souvent, mais en tout cas, je sais que t'es inscrite sur le Slack de No Code France. Donc, quand je publierai l'épisode, je te taguerai. Donc, voilà, on pourra aussi continuer la discussion là-bas. Ouais, carrément. Et puis voilà, on va suivre ce que tu fais. Et puis, merci encore pour tout ça. Merci à toi. Je trouve que, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais No Code France, c'est trop cool. On a appris beaucoup de choses avec Pierre. À chaque fois qu'on a demandé de l'aide, on a toujours reçu. Donc c'est ouf. D'ailleurs, c'était un beau témoignage quand t'as expliqué que tout entre guillemets était parti d'une question. En tout cas, la construction était partie d'une question sur le Slack. Ça, je savais pas, j'avais pas remarqué. Donc ça, c'est assez cool aussi. Tu pourras rechercher, tu verras la question de Pierre et c'est vraiment les membres qui nous ont conseillé de partir sur ce stack d'outils. Donc merci beaucoup. C'est top. Trop bien, voilà, t'as donné un peu en retour maintenant avec tous ces conseils et tous ces retours d'expérience. À bientôt. À bientôt, salut Alexis. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir sur le Slack de No Code France, dans le channel podcast Contournement. Je posterai l'épisode dedans. On peut continuer la discussion si vous avez d'autres questions pour Mégane ou des réactions. On peut en parler. Alors, elle m'a dit qu'elle était en vacances pendant 2 semaines, au moment où j'allais sortir l'épisode. Mais elle répondra quand elle reviendra, ou sinon peut-être que son associé Pierre aussi se joindra à la conversation. Moi qu'est-ce que je peux vous dire ? Écoutez, je suis très content de vous retrouver, hein. C'est le début d'une 9e saison qui s'annonce assez riche. J'ai prévu déjà beaucoup d'invités, des personnes que je traque depuis longtemps, d'autres qui sont nouvelles dans l'écosystème. Ou comme toujours un peu un mélange des genres, à la fois des gens littéralement, et puis des activités, des backgrounds, etc. Alors je peux vous parler un petit peu là de ce qui s'est passé un peu depuis l'épisode 89. J'ai publié donc un petit épisode hors série, un petit test où j'ai parlé un petit peu du projet de la No Code House. Donc il y a eu le projet No Code House à Lisbonne. Il y en aura une autre, comme on l'a dit, probablement au mois d'octobre à Athènes. Et puis sinon, après on est allé au Web Today, qui a été un petit peu la grande messe en tout cas du no-code de ce début d'année. C'était chouette, c'est organisé par la cantine à Nantes évidemment, donc la cantine qui a organisé le hackathon No Code for Good, qui a co-organisé l'année dernière, donc il y avait déjà été un très beau rassemblement, très différent, beaucoup plus petit comité évidemment à cause des masques à l'époque, etc. Et là ça faisait plaisir un petit peu de pouvoir se retrouver de manière un peu plus libre, j'ai envie de dire. Finalement, le Covid semble être un petit peu derrière nous, en tout cas pour l'instant. Et puis,
Voilà, on a fait des très belles rencontres, on a été nombreux à avoir eu l'occasion d'intervenir sur scène aussi. Voilà, moi j'ai eu la chance que Joyce, que je remercie encore une fois, ait filmé mon intervention, donc je vais même la partager sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez voir ça. Erwan est intervenu à présenter notre vision des No-Code Ops. Il a eu aussi l'occasion d'interviewer Patrick Simek, un des cofondateurs de Make, donc voilà, un très bel entretien qui lui a été filmé, il me semble, donc peut-être qu'il y aura un replay, j'espère. Voilà, ça c'était très intéressant. On a eu l'occasion d'ailleurs de déjeuner avec eux, avec donc le cofondateur de Make et Shiran, la CMO. Donc voilà, une discussion passionnante. Voilà, je les interviewerai, je pense, à nouveau pour mon podcast en anglais. Voilà, mon podcast en anglais d'ailleurs qui va avoir 2 nouveaux épisodes qui sortiront bientôt. Voilà, donc je le redirai de toute façon sur nos réseaux sociaux. Voilà, 2 interviews que j'ai déjà évoquées. Une interview du fondateur de Bravo Studio, très passionnante, un peu technique mais très intéressante, et puis une interview d'un no-codeur de Lisbonne, voilà, Bruno, qui était aussi vraiment très passionnante, très inattendue aussi sur plein de sujets. C'est un expert Notion en particulier, mais voilà, il fait plein de choses hyper intéressantes. Voilà, une très belle personnalité. Donc voilà, écoutez, je m'arrête là, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, ça c'est comme ça vous évitera de manquer des épisodes très intéressants. Et puis, eh bien, écoutez, passez une bonne semaine, no codez bien et à bientôt.